Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi, c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc je n'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci de nous retrouver sur Kavi Média, seul et unique média de développement en République de Guinée. Merci d'être des nôtres dans cette émission Le Scanner qui vous parvient du lundi au vendredi quand il est 9h jusqu'à 10h30 minutes. Nous vous aidons à comprendre l'actualité majeure. Au menu de ce matin, le lundi 25 août 2025 restera à jamais gravé dans la mémoire du journaliste sportif de la RTG et syndicaliste Daoudaba après une journée de travail. Alors qu'il tentait de regagner son domicile, notre confrère a été violemment agressé aux environs de 17h à Bomboli, un des quartiers de la haute banlieue de Conakry. Des jeunes manifestants seraient à l'origine de cette attaque qui lui a malheureusement coûté l'usage de son œil gauche. Nous apprendrons comment ce drame s'est-il produit. Plus d'explications à suivre dans cette émission Le Scanner. À Siguirine, les autorités communales prennent une mesure stricte. Le président de la délégation spéciale, Souleymane Koïta, vient d'interdire l'organisation de la soirée Dior, un événement exclusivement féminin jugé contraire aux valeurs et aux mœurs guinéennes. Au-delà de ces justifications officielles, qu'est-ce qui a réellement motivé une telle décision? Nous poserons la question à notre invité, M. Souleymane Koïta. Il est le président de la délégation spéciale de la commune de Siguiri. En Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a officiellement déposé sa candidature ce mardi malgré sa radiation de la liste électorale, mais dans une correspondance adressée à son avocat, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que le comité n'a pas accédé à la requête visant à contraindre l'État ivoirien à réintégrer l'ancien président sur les listes. Comme Tidiane Thiam, Gbagbo joue-t-il sa dernière carte? Décryptage à suivre également dans cette émission Le Scanner. Et puis au Mali, une véritable ou une révélation fait la une des médias. L'administration publique a mis à jour l'une des plus grandes fraudes budgétaires de son histoire selon un rapport du système intégré de gestion des ressources humaines remis le 15 août dernier au président de la transition, le général Assimi Goïta. Pas moins de 36 000 agents fictifs ont été recensés dans les effectifs de l'État. Ces fonctionnaires fantômes représentent 4,57% de la masse salariale publique, soit un manque à gagner annuel qui est estimé à 48,28 milliards de francs CFA, près de 86 millions de dollars. Une véritable saignée financière qui relance d'ailleurs une fois de plus le débat sur la gouvernance publique en Afrique. Voilà entre autres sujets à débattre pour cet autre numéro du Scanner. Installez-vous confortablement. Bienvenue sur le Média du Développement. Bienvenue à tous, si ça maintenant vous nous pratiquez sur l'ensemble synchronisé de nos médias, vous nous regardez à la télé, vous êtes sur Kavi TV à la radio, vous nous écoutez sur notre fréquence 89.5, c'est Kavi FM qui vous accompagne à Conakry. Du côté de l'AB Beta FM, notre partenaire relais en direct cette émission ici en plateau et dans ce studio avec moi les débatteurs de chaque matin. Yaï Diallo, bonjour. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Mohamed Leba. Bonjour Abdallah, bonjour à tous. Bonjour Yamoussa
Cheikh Camara. Bonjour Abdallah, bonjour au peuple de Guinée. On commence par cette première nouvelle, il faut le dire, une nouvelle surprenante. Le lundi 25 août, je le rappelais, restera gravé à jamais dans la vie du journaliste sportif de la RTG et syndicaliste Daouda Ba. Notre confrère a été violemment agressé aux environs de 17h à Boli. Des jeunes manifestants seraient à la base de cette mésaventure qui lui a coûté en tout cas l'usage de son œil gauche. Admis à l'hôpital Donka hier dans la journée. Dans un premier temps, il a finalement été évacué en Tunisie tard la nuit. Mais comment cette agression s'est-elle produite à Diallo? Ça allait être une très belle question qu'on allait poser à Saint-Martin, qui devrait justement prendre la parole ce matin. On a dû compter plusieurs d'entre eux au niveau de la RTG, mais c'était le seul qui était disposé à pouvoir fournir un certain nombre d'informations, puisque c'est lui qui a suivi de bout en bout, ce processus-là. Alors, je l'ai contacté ce matin-là, il dit d'être indisposé compte tenu de la fatigue et tout ce qui s'ensuit. Ceci dit, on a pu quand même glaner quelques informations liées à cette agression barbare, il faut le rappeler. Daouda a quitté de son lieu de travail pour regagner son domicile. Il tombe dans une embuscade, il faut le rappeler, puisque ce sont des jeunes qui manifestaient, je ne sais pourquoi, sur l'autoroute Le Prince, plus précisément à Bomboli. Et il tombe dans ça et finalement, comme d'habitude, ces jeunes-là, des gens lui ont pris en partie et puis voilà, autant pour lui de se justifier, peut-être de donner justement son identité. C'est un jeune qui vient avec un couteau, nous rappelle-t-il, puisque c'est comme ça qu'on nous a informé en ce qui concerne, disons, l'objet qu'on a utilisé pour pouvoir carrément enlever son nez. Il s'agissait d'un couteau. C'est un couteau. Ce qui explique un peu la gravité des choses. Vous avez vu les images, je crois que cet œil là, moins qu'on puisse savoir, puisque nous sommes dans un monde où la technologie atteint un niveau, qu'on puisse voir comment est-ce qu'il faut justement remplacer cet œil là par un autre. Et je crois que c'était complètement parti. Et voilà, il est tué. C'est dans ce cadre-là qu'il a été secouru pour qu'il puisse, disons, être amené au niveau de l'hôpital Donka. Et finalement, il suivait ses soins à ce niveau-là et on a jugé nécessaire pour pouvoir justement l'amener au niveau de la Tunisie. Vous savez très bien que la chirurgie esthétique est beaucoup plus développée au niveau de la Tunisie qu'ailleurs. Donc c'était le pays le mieux indiqué pour pouvoir l'amener là-bas, éventuellement continuer à suivre ses soins. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a eu des autorités qui se sont disons impliqués, il faut le rappeler, dans le cadre de ce voyage sanitaire de Daouda. Il y a eu premièrement d'abord le département de la communication et de l'information et celui de l'économie et des finances où il sert au niveau du service communication et relations publiques. Donc ce sont ces deux ministères-là qui ont dû faciliter et qui se sont impliqués, il faut le rappeler, financièrement et institutionnellement pour que Daouda puisse être évacué éventuellement dans l'optique de retrouver justement son nez. Et c'est tout notre souhait. Voilà la présentation des faits. Et c'est dans ce cadre-là que tout cela est arrivé. Maintenant, une question. Comment il a été secouru? Peut-être que ça vous a un peu expliqué. Secouru du lieu où les faits se sont produits jusqu'à qui est venu? Est-ce qu'on a au moins les détails de cela? Justement, ce sont les riverains, ce sont des inconnus qui sont venus, puisque après que l'acte s'est passé, les jeunes, au regard du sang qui coulait, pensaient que voilà, donc c'était quelqu'un qui était mortellement atteint. Donc ils sont partis avec les cris, les uns et les autres sont venus. Avec la moto? Non, la moto, ils sont partis avec la moto. Sa moto a été emportée, à moins qu'on la retrouve éventuellement, mais elle a été emportée et c'est dans là, puis secourir Daouda. Pour un premier temps, on nous apprend que les gens ont dit nécessaire d'aller vers une clinique, mais finalement, et même ils se sont rendus compte qu'au regard de la gravité de choses, donc a été serré la destination la mieux indiquée pour pouvoir amener Daouda et finalement il a été amené au niveau de Donka. C'est là où il a passé la nuit et hier on s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas, avant-hier, on s'était rendu compte qu'il ne pouvait pas justement être soigné ici et c'est dans ce cadre-là que toutes ces mesures ont été prises pour faciliter son évacuation.
Ça relance le débat sur l'insécurité que nous dénonçons tous les jours ici, dans tous les angles. On a touché tout. Nous avons invité ici des sociologues pour qu'on puisse réfléchir sur comment endiguer ce fléau qui aujourd'hui est en train de se propager un peu partout. Mais l'épicentre le plus récurrent de cette barbarie, ça se passe quelque part, c'est notamment sur l'axe où des jeunes qui, sans foi ni loi, il faut le rappeler, on ne viendra pas en dire ici, ce sont des militants, ce sont des délinquants qui se livrent à ces actes-là, et je crois que comme tel, l'État doit prendre toute sa responsabilité. Encore une fois, il faut insister là-dessus, nous sommes dans une république. Quand des choses comme ça se passent, on pointe du doigt à l'État. La déliquescence de l'État pour nous a conduit à cet état de fait. Il faut carrément faire la part des choses et de ne pas tomber dans ce piège-là. Quand il s'agit de nettoyer quelques lieux aujourd'hui qui sont criminogènes et qui continuent de prospérer, je crois que l'État doit agir avec toute la force légitime qui lui est conférée par nos textes de loi, de manière professionnelle, pour pouvoir interpeller ces délinquants-là et les mettre à la disposition de la justice. Et je crois que c'est comme cela qu'on pourra éradiquer, pas à travers des opérations tous azimuts, alors qu'en réalité, on ne touche pas au fond du problème. Rappelez-vous que ça ne fait pas 3 mois que dans cette opération qu'on avait bien voulu donner, disons, toute la sève qu'il faut en ce qui concerne le nettoyage du Grand Conakry. On a passé par Coloma, on a passé par Bomboli, on a passé par Koza, partout. Nous avons suivi. Mais malheureusement, ça veut dire tout simplement par endroit, on n'a pas touché au fond du problème et qu'il y a justement quelques gens qui restent et qui continuent de semer la terreur sur cet axe-là. Encore une fois, il faut le dire parce que nous sommes dans un pays où on a presque tout politisé. Et c'est la conséquence de la politisation à outrance de tout ce que nous faisons dans notre pays ici qui fait que quelquefois nous assistons à des atterrements, il faut le rappeler, dans le cadre de l'éradication de ces fléaux aujourd'hui qui deviennent de plus en plus une gangrène. Il y a de ces lieux, il faut le dire haut et fort, il y a de ces lieux aujourd'hui où vous ne pouvez pas circuler à partir de 22 heures. Il y a des jeunes gens qui règnent à maître absolu. En pleine capitale. En pleine capitale. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on fait pour pouvoir mettre fin à cela? Nous avons rappelé ici tous les aspects aujourd'hui qui concourent, disons, à la progression de cette criminalité-là. Et je pense que là, l'État a l'entière responsabilité puisque c'est à lui seul, justement, est dévolue cette force légitime qui doit pouvoir sévir dans les règles de l'art, encore une fois, interpeller chez Jalla. Et je dirais même, il faut revoir nos textes de loi pour d'ores et déjà impliquer justement la responsabilité parentale, parce que vous verrez très bien que ce sont des gamins, quelquefois les plus nombreux, des jeunes gens qui n'ont même pas les 18 ans, qui, voilà, sous l'effet de la drogue, c'est des gens drogués à bloc, qui sortent sur l'axe et qui tentent d'imposer leurs lois. Conséquence, aujourd'hui, nous avons vu Daouda qui risque de perdre définitivement, c'est pas notre souhait. Notre souhait le plus absolu, c'est à ce qu'il puisse retrouver son œil, mais il risque gros, encore une fois, de perdre son œil-là, et pourquoi pas, voilà, même s'il en aura, disons, un autre, mais s'il devient tout de même un handicapé à vie. Ça, il faut le rappeler. Ouais. Donc, je pense que l'État doit pouvoir agir. On ne le dira pas assez. On a interpellé les parents qui sont là, qui disent ne rien voir, alors que ce sont des enfants qui, il faut le dire, sont, disons, issus de différentes familles. Bien. La plupart. C'est vrai qu'il y a certains qui errent comme ça de la nature, il faut le rappeler, sur l'axe, qui n'ont pas de domicile fixe. Ce sont des sans domicile fixe, il faut le rappeler aussi. Ce sont des gens-là qui existaient il y a longtemps, qui s'aimaient la terreur pendant qu'on parle de manifestations. Il se mêle dedans et bien finalement il impose le droit, il brûle de véhicules et tout ce qui s'ensuit. Ça, c'est une catégorie par entière. Et ce sont des gens-là aujourd'hui qui, à mon avis, par manque d'action de la part de l'État, on dit, disons, générer d'autres aussi jeunes qui sont en train de grandir et avec de tels esprits comme ça qui pensent que c'est la meilleure façon de vivre, il faut s'attaquer aux gens. Encore une fois, ce ne sont pas des militants et c'est lui qui réclamera la paternité
de ces jeunes-là comme étant militants doit être poursuivi aussi. Poursuivi, hein. Il faut également, dans la même optique, quand même saluer les efforts de la police nationale qui continue ces différentes opérations. Mais pour dire que c'est bien qu'il existe c'est bien de faire ces opérations, de mener ces opérations, mais encore faut-il aller en profondeur parce qu'aujourd'hui, pas parce qu'il est journaliste. Il y a encore d'autres victimes dans l'anonymat qui vivent ce calvaire. Nous vivons sur l'axe. Nous savons ce qui se passe de ce côté. À un certain moment, il faut dire non. Il faut dire stop. Stop à tout ce qui se passe de ce côté. Il ne faudrait pas donner raison à ceux qui disent que l'axe est devenu ou est qualifié de mal. L'axe du mal. C'est ce qu'on n'aimerait quand même pas voir ou cette réalité, vivre cette réalité. Mais aujourd'hui, il y a un constat qui est palpable sur l'axe, l'insécurité règne. Mais faut-il confier cela, comme Yael a dit, cette responsabilité, adosser cette responsabilité et aux parents de ces jeunes et à l'État. L'État qui est censé quand même assurer la protection des uns et des autres. Daouda qui quitte son lieu de travail, qui essaie de rentrer chez lui. Nous, reporters, la plupart ici qui ont fait le terrain, avions vécu ces scènes. Moi, j'ai vécu une scène que je n'oublierai jamais. Les archives existent. En 2023, où les jeunes, c'était en juillet, je me rappelle encore de cette date, où les jeunes m'ont pris, en partie au niveau de Bambeto, ont pris un couteau, m'ont mis au cou, mais le cadre, il était stupéfait. Je l'ai dit mais il n'a pas pu crisper par tout ce qui se passait. C'est Dieu. Aujourd'hui, je me dis que Dieu seul m'a sauvé. Sinon, ce jeune allait mettre fin à ma vie, ni vu, ni su par les autorités. Parce que ce qui reste clair en Guinée, les enquêtes s'ouvrent. Mais l'aboutissement reste encore un chemin, un très long chemin, Mohamed Leba. C'est un constat amer pour ce qui est du cas de l'axe. C'est tout à fait regrettable aujourd'hui et cela continue malgré les nombreuses dénonciations. Quand même, il faut le rappeler, ça ne date pas d'aujourd'hui. À chaque fois, on a fait, c'est-à-dire de plusieurs facettes, pour ne pas abuser et dire que de toutes les facettes possibles pour qu'on puisse réellement finir avec cette question d'insécurité. Là, à un moment donné, on a dit que il fallait dégager ces points d'appui et aujourd'hui, je crois que ce sont même des citoyens, même habitants, ces différents quartiers-là qui sont en train de réclamer ces différents points d'appui-là. C'était le retour de ces PA. Aujourd'hui, je crois que c'est assez, normal que l'État prenne en considération et surtout avec beaucoup plus sérieux cette question liée à l'insécurité. Pas mal. Qui ne devrait pas être une question politique. Il faut le rappeler une fois. Loin de tout cela. Et de l'autre côté, il y a aujourd'hui les jeunes de ces différents quartiers qui sont pointés du doigt. Et dans la plupart des cas, vous allez voir que la plupart des jeunes sont même innocents de tout ce qu'on les accuse. Il y a un que Yaya vient de rappeler qui est très intéressant. Il y a des groupes de jeunes, c'est-à-dire qui errent aujourd'hui dans tous les quartiers, qui sillonnent et qui viennent s'installer dans ces différents quartiers-là. Alors, un message très pressant à ces différents jeunes de ces quartiers, c'est-à-dire natifs de ces différents quartiers, c'est de se lever. Et si l'État est en train de tarder quand même à trouver solution face à cette situation-là, c'est de s'organiser. Il s'agit de leur quartier là. Dénoncer et surtout se lever contre ces différents jeunes-là. On va éviter. Ça, un affrontement, oui, peut-être. On va éviter ça à la révolte. On ne parle pas d'affrontement, mais par rapport aux dénonciations, savoir réellement comment ces jeunes-là qui sèment la terreur dans ces différents quartiers s'organisent. Je crois, ne le dis pas de prendre, c'est-à-dire des gourdins, des machins de ces jeunes-là, mais de permettre aux autorités de mettre la main sur ces gens-là. De mieux collaborer avec les autorités. De mieux collaborer avec ces sociétés, ces services de sécurité-là, parce qu'il s'agit de leur quartier. Ils connaissent plus que quiconque. Donc je crois que si la bonne foi, la volonté s'y trouve, c'est mieux comme ça parce que on va réclamer le retour de ces PA-là, mais si la collaboration avec les jeunes de ces différents quartiers, ce n'est pas une franche collaboration,
d'amélioration, ça va encore continuer parce qu'on se rappelle encore, même quand les postes d'appui existaient, ces barbaries-là, ça s'osquercerait, c'est-à-dire pas même loin de ces points d'appui-là. Donc aujourd'hui, il faut une prise de conscience collective de tout le monde, et non seulement aussi du côté des parents, on ne va pas cesser de le dire. Les parents ont démissionné la plupart dans l'éducation des enfants. Abdallah, nous avons couvert des manifestations dans ce pays-là. Ouais. La plupart des enfants, c'est-à-dire qui s'attaquent au bien des uns et des autres, la plupart, ce sont des enfants qui n'ont même pas atteint la majorité. Vous allez trouver que ce sont des gamins, c'est-à-dire de 12 ans, de 13 ans, de 10 ans, parfois de 9 ans. Vous vous demandez, est-ce que c'est une réalité? Est-ce que vous n'êtes pas que même c'est possible dans une télé-réalité? Vous allez trouver que c'est une réalité. C'est vous qui êtes là. Ce sont des enfants qui s'en prennent à vous. Moi, nous tous ici, on a des histoires. Moi, il y a des enfants, des gamins, si je dis gamins de 8 ans, de 9 ans, de 10 ans, de 15 ans, la majorité, ils n'en ont pas atteint encore, qui se sont pris. Moi, ici, j'étais dans la manifestation, on était en train de faire des directs. Ma moto était presque partie. Et en 2007, j'étais avec Dr Dansa Kourouma. S'il écoute cette émission, sûrement il va se rappeler. Lors d'une grève des enseignants ici, on était pris à partie. On a failli quand même perdre nos vies. Donc je crois que ça devrait aujourd'hui interpeller tout le monde. Parce que c'est aujourd'hui on parle du cas de Daouda. Demain ça peut être vous, ça peut être moi, ça peut être Yaya, ça peut être Yamoussa, ça peut être n'importe qui. On dit manifester. Contre quoi? On ne sait pas. Chaque fois, parce qu'aujourd'hui, pour le courant, il y a une stabilité partielle. On ne peut pas dire qu'il y a une stabilité totale. Mais pour le courant, ce n'est pas non plus un manifester. Ça ne peut même pas être un appel à manifester. Aujourd'hui, qui quand même pour dire non, c'est une manifestation appelée par tel. Il n'y en a pas. Les dates de manifestation sont connues dans notre pays. Toutes ces personnes qui disent manifester, ce ne sont pas des manifestants, ce sont des loupards, des bandits armés d'armes blanches et qui sèment la terreur, c'est-à-dire qui s'attaquent aux paisibles citoyens. Et si c'était même des manifestations, on ne peut pas comprendre qu'on s'attaque à des citoyens. Vous vivez les mêmes réalités que ces citoyens-là auxquels vous vous attaquez. Nous-mêmes journalistes, on vit pire. On ne peut pas comprendre. Ouais. Tu viens t'attaquer à moi alors qu'on est dans le même quartier. En quoi est-ce que je suis responsable de ton malheur? En quoi est-ce que je suis responsable de ta pauvreté si ça existe? Bien. Ce n'est pas à cause de moi que tu vis les coupures intempestives de courant. Je vis la même chose que toi. Pourquoi tu vas t'en prendre à moi? S'il y a aujourd'hui des réclamations à faire, c'est vis-à-vis des autorités. Et ça aussi, ça devrait être encadré, ça devrait être fait de façon élégante. Je crois aujourd'hui, il est temps pour l'État, pour ne pas que ce soit vraiment un réveil tardif, il est temps pour l'État de se réveiller et de prendre cette question à bras le corps et d'en trouver une solution. Je crois que c'est bien possible si on arrive à s'organiser contre ces gens-là. On ne peut pas construire une république dans une république. Ces personnes-là n'appartiennent pas à un autre État. Il n'y a pas un autre État dans l'État guinéen. C'est la Guinée tout court. Bien. À un moment donné, c'est passé du côté de Sigiri, ça se passait du côté de Kankan où de jeunes gens, c'est-à-dire s'érigent en maître dans des différents quartiers, sèment la terreur au vu au sud des autorités. Je crois que ça devrait cesser aujourd'hui, sinon des victimes encore seront à compter les jours à venir. Les jours à venir et ce qui serait déplorable pour notre chère nation, la Guinée. Yamoussa Cheikh Camara, est-ce qu'il est aujourd'hui temps d'interpeller le directeur national, le directeur général de la police nationale et le haut commandant de la gendarmerie nationale qui étaient quand même là, qui connaissent très bien ces zones? Alors moi je dis qu'il est bon même d'interpeller l'État par rapport à ses responsabilités parce que c'est l'État aujourd'hui qui nous gouverne, c'est vrai. Quand il y a ce problème pareil, tout le monde tend la main à l'État et tout le monde l'interpelle. Mais à un certain moment donné, Abdallah, il faut qu'on arrête. Il faut qu'on comprenne que chacun doit jouer son rôle régalien, un rôle régalien. Le citoyen a un rôle à jouer, un père de famille a un rôle à jouer, une mère de famille a un rôle à jouer. Les journalistes que nous sommes, chacun a un rôle à jouer. Au lieu de continuer toujours, à tout moment, de tendre main à l'État quand ça ne va pas, quand on est en insécurité, mais il faut se poser question sur l'origine même de cette même insécurité. L'origine du mal. L'origine du mal. On comprendra que nous sommes à la source, à la base de notre propre insécurité. Parce que des citoyens, d'accord,
qui s'en prennent à des citoyens. Et là, ce n'est pas l'État qui a demandé à quelqu'un de venir directement s'en prendre à quelqu'un. En ce qui concerne l'Axe, puisque tout passe du côté de là-bas, moi je dis que l'Axe est loin d'être conquise. Vous vous rappelez, à travers le mouvement de soutien, cette fois-ci, on a vu un mouvement de soutien qui se fait appeler Même Famille. Et donc, on a compris, qui disait que l'Axe a compris, et pour le moment, il n'y a plus de manifestations, il n'y a plus de scènes comme ça, des terreurs. Mais on continue de comprendre que l'Axe n'a jamais compris jusqu'à maintenant. Sinon, et vous ne savez pas pourquoi on a dit qu'est-ce qu'on a compris. Mais qu'est-ce qu'on a compris? C'est vague, hein? C'est ça qu'il est en train de dire, quoi. C'est ce que je suis en train de dire. Ça ne s'arrête pas aux manifestations seulement. Voilà, sauf que la première connotation qu'on avait donnée, on nous faisait comprendre que maintenant plus de manifestations, on s'inscrit dans la même logique que tout le monde. Il faut faire appel à un développement de l'Axe. Il faut construire des écoles, il faut construire des hôpitaux, puisque l'Axe est en manque de tout cela. Si nous observons un peu la situation, derrière, à chaque approche des élections en Guinée, nous savons qu'il y a des jeunes qui règnent à maître absolu sur l'Axe, qui essayent de dicter leurs propres lois. Et ce qui est plus grave dans le cas d'Aouda par exemple, c'est que ce n'est même pas lors d'une manifestation ou lors d'une manifestation appelée par qui que ce soit. Et le monsieur tentait de regagner sa maison tranquillement après service, et vu que l'axe c'est aussi un tronçon comme tous les autres, il fallait passer par là, il est tombé dans l'embuscade. C'est une embuscade, elle a rappelé, et puis on ne sait pas ce qui se passe, on tombe dans l'embuscade avec sa moto comme ça, on s'en prend à lui, on prend sa moto, on lui retire sa moto, et puis on l'agresse violemment. Et conséquence aujourd'hui, on dit qu'il a perdu l'usage de son œil. Donc on handicape à vie. Aujourd'hui, Daouda, là où il se trouve aujourd'hui, il a tous les remords du monde, il a toutes les peines du monde entier. Et donc, il faut interpeller les uns et les autres, Abdallah, sur leurs responsabilités. Mohamed Ba a rappelé le retour des points d'appui sur cet axe. Vous vous rappelez, à un certain moment, au Alpha Condé, il y a eu un premier ministre. Voilà, il y a eu un premier ministre qui a dit ici qu'il préfère l'ordre public qu'à la loi. Alors aujourd'hui, mais quand il a annoncé, on a vu des défenseurs des droits de l'homme sortir de nulle part pour dire il y a ceci, il y a cela. Mais aujourd'hui, ça donne raison à tout cela. Ça donne même raison à l'État d'interdire ces manifestations. Puisque en temps de paix comme ça, sans manifestation appelée aucune, on assiste à ces barbaries comme ça, on s'attaque aux gens. Moi je me pose la question en période de manifestation, que risque-t-il d'arriver? Comment nous allons vivre? Aujourd'hui, on a un problème. Derrière, c'est une alerte. C'est une alerte. Même à ceux qui appellent à des manifestations aujourd'hui, ça c'est une alerte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose en préparation. Il faut d'abord essayer de contrôler ce mouvement-là, c'est-à-dire ces groupes de personnes qui viennent s'infiltrer avec les autres et essayer de faire de n'importe quoi, ôter la vie à des personnes. Si pour cela on continue à observer ces cas de drame un peu partout sur l'axe, moi je crois que c'est bien d'interpeller l'État. Mais ce qui se passe, c'est la responsabilité à tous. Chacun doit s'armer de courage et de bonne volonté pour dire stop à ce qui se passe sur l'axe, puisque l'axe aussi, c'est une partie de la Guinée, c'est une partie de Conakry. On ne peut pas l'effacer de la carte, mais il faut trouver une solution pour la sécurité des citoyens et la sécurité de leurs biens. Moi, je suis aujourd'hui Daouda Ba. Tout le monde ici est Daouda Ba. On va continuer à demander justice pour ce journaliste sportif, puisque chacun de nous a été victime. Et si on se met à relater ce qu'on a subi sur l'axe, tout le monde a payé de lourds tributs. Moi, en 2020, également lors du 3e mandat d'Alpha Condé, j'ai été victime au niveau du Prince, le quartier, le Prince là-bas. Moi, j'ai été aussi victime. Tout ce que je n'ai pas perdu ce jour-là, c'était ma moto, mes dictaphones, mes 2 téléphones, mon argent, les microbes, tels que appelés par les Ivoiriens, les microbes, c'est-à-dire les enfants de rien, quoi. Vous voyez, tu peux même toi-même prendre 3 personnes, tu les mets dans une enveloppe, tu les écrases. Ce sont des gens là qui descendent sur toi avec des ciseaux, des couteaux, ainsi de suite, armés de toutes sortes d'armes blanches, et puis on essaye de s'en prendre à toi. Aujourd'hui, Daouda Ba est en train de payer le même frais que nous autres, on a été victimes préalablement. À un certain moment donné, il faut que ça cesse. C'est bon d'interpeller l'État, mais chacun de nous, chaque Guinéen a droit
de jouer un rôle régalien qui est celui d'interpeller, de sensibiliser. Et de sensibiliser. Toutes nos pensées donc à Daoudaba qui suit en tout cas son traitement du côté de la Tunisie. Il a été évacué hier tard la nuit pour poursuivre les soins de ce côté. Nous sommes quand même très très attristés par ce qui arrive sur l'axe qui est une partie de la République de Guinée, une partie de notre très belle capitale Conakry. On aimerait quand même à un certain moment qu'il y ait l'insécurité de ce côté, puisque ce sont, en tout cas c'est un axe réputé, toujours qualifié de tous les noms d'oiseaux, aujourd'hui qui doit se remettre en question, puisque nous y vivons. Nous prenons la direction de Sigiri. Les autorités communales tapent du poing sur la table. Le président de la délégation spéciale vient d'interdire l'organisation de la soirée Dior, une soirée entre filles jugée contraire aux mœurs guinéennes. Quelle est l'origine de cette soirée appelée Dior? Avant de vous poser la question, Yamouchaché Kamara, on va visualiser ensemble un extrait qu'on retrouve souvent sur les réseaux sociaux, notamment sur le réseau social TikTok, et derrière on se retrouve. Vous l'avez déjà suivi pour ceux qui sont à la télé, hein. Nos excuses pour ceux qui sont à la radio, puisque vous ne pourrez quand même pas comprendre ce qui se passait du côté de la télé. Mais sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous pratiquer sur notre page officielle Kavi TV pour voir ce dont nous parle Camara. Soirée Dior, une nouveauté en République de Guinée. Plusieurs questions autour de cette fameuse soirée. Oui, c'est une soirée qui suscite inquiétude et interrogation en tout cas. Ouais. Et nous l'avons tous appris sur les réseaux sociaux notamment. Et en Guinée, c'est une nouvelle mode. C'est une nouvelle mode en tout cas qui fait fureur chez les jeunes filles. Il faut le rappeler, les soirées Dior, loin des sorties ordinaires en boîte de nuit ou au restaurant. Ces fêtes d'abord exclusivement féminines gagnent en popularité et envahissent Abdallah les réseaux sociaux. C'est l'occasion donc pour les jeunes femmes de se retrouver à l'occasion d'un mariage, soit d'un anniversaire ou simplement pour le plaisir. Alors, lors de ces soirées, les participantes mettent les petits plats comme nous l'avons vu tout à l'heure là à la télé à travers ce cliché qui vient de se passer sur TikTok. Alors, lors de ces soirées, les participants mettent les petits plats dans les grands. Elles portent les tenues multicolores confectionnées par des couturiers ou couturières locales. Coiffure, maquillage et décors sont aussi choisis avec soin pour briller uniquement sur TikTok, soit sur Snapchat, Instagram, même sur Facebook. Et au programme, vous avez vu, danse sur les dîners, sur les derniers tubes, dîner souvent accompagné de boissons alcoolisées et moments de folie, le tout filmé, photographié et partagé en direct. Il n'existe pas de lieu fixe. Il faut le comprendre pour ces soirées-là. Tout dépend des moyens et des relations des organisatrices. Elles peuvent se tenir dans les chambres VIP, c'est-à-dire dans les chambres VIP de certains hôtels, dans les boîtes de nuit ou dans les résidences privées. Et pour certaines, quand vous les demandez, vous allez voir, pour certaines filles, elles vous diront carrément qu'elles préfèrent ce genre de soirée entre filles plutôt que de sortir en boîte de nuit où l'on peut devenir la proie d'hommes à la recherche de jeunes filles prêtes à tout pour se faire inviter dans des lieux luxe. Alors cette mode est si populaire aujourd'hui qu'elle a généré de nouveaux petits métiers aussi. Il faut pas l'occulter. Pour les jeunes femmes, stylistes, maquilleuses, coiffeuses et aussi décoratrices, aujourd'hui toutes voient leur clientèle augmenter. Et grâce à ces événements, c'est un véritable coup de pouce derrière quand même, il faut le dire. Coup de pouce pour les artisans locaux qui allient savoir-faire traditionnel et style moderne.
Parlant des prix de ces tissus, il faut le dire, les prix des tenues Dior varient selon la qualité des tissus, sa provenance et la finesse de la couture. Certaines filles aujourd'hui préfèrent les tissus importés du Sénégal, de la Côte d'Ivoire ou du Mali, tandis que d'autres optent pour des tissus locaux souvent plus abordés. On apprend que les prix varient entre 200 000 et 400 000 francs guinéens. Mais cette tendance, malgré tout, il faut comprendre, Abdallah soulève aussi des interrogations, puisque les soirées Dior aujourd'hui ne s'inscrivent pas, selon de nombreux observateurs, de la culture guinéenne traditionnelle. Elles mêlent des influences étrangères et des codes issus des réseaux sociaux. Le nom même Dior, emprunté à une célèbre marque de luxe, reflète le rêve d'un style de vie glamour souvent inaccessible aujourd'hui. Dans la cité, les commentaires sont très critiques, il faut le préciser. Et pour de nombreux observateurs, aujourd'hui c'est regrettable de voir, entre guillemets, nos jeunes filles se livrer à des pratiques qui ne reflètent pas notre culture. Certaines danses d'ailleurs sont indécentes et la consommation souvent de l'alcool est visible, puisqu'il faut le signaler, ce n'est pas la tenue en soi qui pose problème. Vous avez vu peut-être l'organisation, l'accoutrement, le pagne, il est fin et léger. Là il faut quand même l'accoutrement, c'est quand même responsable. Mais la mode qui accompagne la danse et puis l'ambiance qui accompagne cet accoutrement, c'est ce qui pose aujourd'hui problème. Alors la soirée Dior, bien que somptueuse et visuellement envoûtante, illustre aujourd'hui avec acuité une tendance préoccupante, celle de la dilution progressive, j'y arrive, des valeurs culturelles au profit d'une esthétique mondialisée aujourd'hui et d'un luxe déconnecté des réalités locales. Derrière les projecteurs, je le dis, et les parures scintillantes, c'est tout un patrimoine qui semble aujourd'hui relégué au second plan, éclipsé par le désir de conformité aux standards occidentaux. Cette célébration, loin de magnifier donc l'identité culturelle de notre pays entre tradition et modernité, où l'authenticité elle-même peine à trouver sa place, il est urgent de repenser ces événements pour qu'ils deviennent des vecteurs de valorisation culturelle et non aujourd'hui des vitrines d'un effacement identitaire. Alors c'est ce qui a compris peut-être la délégation spéciale de Sigiri a emboîté. Elle n'est pas, puisqu'il faut comprendre qu'aujourd'hui, à travers ces soirées, les critiques sortent de partout sur les réseaux sociaux. Et donc à travers un arrêté rendu public mercredi 26 août 2025, le président de la délégation spéciale de la commune urbaine de Sigiri, en l'occurrence Souleymane Koïta, a annoncé l'interdiction de cette soirée appelée Dior dans les lieux de loisirs se trouvant dans sa juridiction. Et il faut comprendre, il a insisté dessus, tout contrevenant à la présente mesure sera traduit devant la loi. Mais j'ai commencé par le rappeler. Ce qu'il faut toujours insister, c'est que ce n'est pas seulement dans les lieux de loisirs qu'on peut organiser ces soirées Dior. Là, ça dépend du moyen des organisatrices. Peu importe l'espace qu'on peut retrouver, l'espace requis qui peut s'avérer comme un espace pour la circonstance, il est possible aujourd'hui d'organiser. Donc c'est une interpellation aujourd'hui et chacun peut réfléchir aux mesures à prendre pour barrer la route, puisque c'est aujourd'hui vu comme contre nos valeurs et mœurs. Valeurs et mœurs, au-delà même de ce que Yamoussa vient d'annoncer, nous avons au bout du fil notre invité, M. Souleymane Koïta. Il est président de la délégation spéciale du côté de Sigiri. Bonjour M. Koïta. Bonjour. Merci d'intervenir sur nos antennes. Yamoussa Cheikh, vous l'avez certes écouté, rappelez un peu l'historique de cette soirée Dior, l'organisation, l'ambiance qui règne. Au-delà des raisons officielles évoquées dans votre courrier, qu'est-ce qui a spécifiquement motivé cette décision du côté de Sigiri? Canès encore, si tu peux diminuer le liner, s'il te plaît. Allez-y. Vous savez, la spécificité de la ville de Sigiri, c'est que c'est une zone minière où toute la Guinée se retrouve, voire même la sous-région. Il y a presque toutes les nationalités à Sigiri. Donc tout est importé chez nous. Et l'or, qui n'est pas une ressource renouvelable, qui est une ressource non renouvelable, est appelé à disparaître demain.
Donc demain, il n'y aura pas d'or à Sigiri. On va laisser assez d'héritage aux populations de Sigiri pendant que nous sommes dans l'orphelinat. Mais ce que cette population souhaite, c'est de bien vouloir hériter des héritages bénéfiques à la population. C'est pourquoi, en session extraordinaire de la délégation spéciale du lundi 25 août 2025, la délégation spéciale s'est penchée sur cette question de soirée Dior et qui était prévue sur le samedi prochain par utilisation de jeunes à Sigiri. D'abord, une première fois, une forme de cette soirée s'était déjà passée à Sigiri. Nous avons envoyé des gens enquêter, je ne vais pas vous parler de nos stratégies de renseignement, et pour s'enquérir des véritables réalités de ce qui se passe réellement pendant cette soirée. Nous avons compris que c'est une soirée qui est à l'encontre de la moralité de la vie publique. Et tandis que cette délégation spéciale est beaucoup plus intéressée à la question liée à l'éducation de la femme, à la promotion de la femme. Nous sommes intéressés à la culture. Nous sommes intéressés aux valeurs ancestrales, aux valeurs sociétales, aux valeurs culturelles. Mais nous nous sommes rendus compte que cette soirée Dior a un caractère sensuel et atteint fortement à la pudeur en milieu public. Donc ce sont des infractions qui sont qualifiées d'outrage à la pudeur publique et qui sont punies en Guinée par le code pénal. À Sigiri, nous voulons que la jeune fille soit promue, comme le président de la République d'armée, Mamadi Doumbouya, est en train de faire. Moi, je suis un jeune qui a été nommé par M. le Président de la République à travers le ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. C'est un message fort aux jeunes de Sigiri. Nous voulons aujourd'hui que la femme de Sigiri, la fille de Sigiri, soit les modèles, les talents exprimés de femmes pour la jeune fille de demain. Mais si aujourd'hui, c'est cette génération même qui veut se livrer à cette danse-là, qui n'honore pas du tout l'opinion publique, nous avons décidé de l'interdire quand même sur le territoire de la commune urbaine de Sigiri. Oui, Monsieur Koïta, oui. Excusez-moi de vous interrompre. Vous avez tout à l'heure parlé d'agents ou de personnes que vous aviez quand même mandatées pour aller savoir ce qui se passait réellement dans ces soirées Dior. Et dites-nous aujourd'hui, vous êtes sur une antenne, vous êtes sur un média. Dites-nous aujourd'hui, qu'est-ce que se passe-t-il réellement pendant ces soirées? Au-delà de ce que vous dites officiellement, officieusement, qu'est-ce que vous ne voulez pas nous dire? D'abord, c'est le mode vestimentaire qui n'est pas du tout approprié. Les langages tenus pendant la soirée ne sont pas appropriés. Mais nous tendons vers le lesbianisme en Guinée. C'est ça la réalité. Est-ce que ce n'est pas la goutte d'eau qui fait déborder le vase? Est-ce que ce n'est pas ce qui motive, disons même partiellement, cette décision de la mairie? C'est l'un des motifs. C'est l'un des motifs. Et le motif le plus fort pour nous, c'est qu'on ne veut pas voir nos épouses, nos sœurs, nos cousines dans cette cheminée. Nous voulons avoir des jeunes filles qui proposent des projets concrets aux autorités afin qu'on puisse les aider à travers les fonds d'appui et aux ONG. Nous voulons que nos filles, nos sœurs, nos cousines fassent des danses qui ont trait à nos valeurs sociétales, qui n'atteignent pas du tout la pudeur publique. Alors, Monsieur Koïta, votre décision interdit la tenue des soirées Dior sur tout le territoire à Sigiri, dans les lieux de loisirs, mais sauf que je vous rappelle que ces soirées ne peuvent seulement pas se limiter à des lieux de loisirs. Ça dépend des moyens et des relations des organisatrices. Je vous rappelle que
Ces soirées peuvent se tenir dans les chambres VIP de certains hôtels, des boîtes de nuit, tout comme dans les résidences privées. Ça veut dire que même si on est dans notre salon, dans notre maison, on peut organiser de telles soirées. Votre décision se limite dans les lieux de loisirs sur le territoire à Siguiri. Ça arrive à continuer peut-être dans les salons, dans les maisons. Quelles dispositions prises? Vous savez, il y a les parquets à Siguiri. Je profite de l'occasion pour saluer monsieur le procureur de la République près le tribunal de première instance de Siguiri. Ce sera au parquet d'apprécier. Mais aujourd'hui, par rapport à cette décision, vous savez, il est très beau de prendre de telles décisions, notamment quand il s'agit quand même de l'atteinte à la pudeur ou aux différentes mœurs. Mais est-ce que vous, en tant qu'autorité, disons, communale, vous avez aujourd'hui les moyens quand même de faire respecter cette décision? Je crois que c'est en partie la question de Yamoussa Cheikh. Non. Vous savez, il y a une première réunion qui avait été tenue d'abord entre le procureur et les propriétaires de tous les hôtels et motels. Ils ont été tenus informés de l'interdiction de cette soirée partout sur le territoire de la commune urbaine de Siguiri. L'information avait bien passé. L'ensemble des chefs de quartier, les présidents des conseils de district, les chefs secteurs, tout le monde est impliqué. Les associations de jeunes, les animateurs de jeunesse, la société civile, c'est tout le monde qui est impliqué. Et demander à tout citoyen qui a l'information de bien vouloir porter cette information au niveau du parquet du tribunal de première instance Guéry. Alors, Koïta, pour juguler ce phénomène, il faut savoir son niveau d'enracinement. Est-ce que vous savez en quelle année, pour ne pas dire c'était que cela a commencé, et quel est son niveau d'implication ou d'enracinement sur le territoire de Siguiri? Vous savez, aujourd'hui nous sommes dans la période préventive. Donc c'est la toute première organisation officielle qui était programmée pour le samedi prochain. La toute première organisation officielle. Donc voilà pourquoi on a pris cette mesure de police administrative pour prévenir toute éventualité liée à l'organisation de cette soirée chez nous. Et peut-être interdire... Ça ne va pas du tout avec les cultures de cette communauté. Ça ne va pas avec les mœurs de cette communauté. Monsieur Koïta, nous vous suivons de très près. À vous entendre, vous l'avez dit, cela affecte nos mœurs et nos coutumes. Mais au-delà, est-ce que vous avez eu, avant de prendre cette décision, un échange ou des échanges avec des structures organisatrices ou après l'annonce, est-ce que avant vous l'aviez fait? Sinon, est-ce qu'après vous l'aviez fait? Avant j'ai échangé avec la structure organisatrice. Personnellement, j'ai eu un échange avec la structure qui ont aussi compris, en toute honnêteté, ils m'ont dit, monsieur le maire, nous apprécions la décision que vous voudriez prendre. En toute honnêteté, tout ce qui est dedans, on ne savait pas tout. Et on est pour la décision. Et après la publication de la décision, eux-mêmes, ils ont condamné la forme de la danse sur leur page Facebook. Ils ont condamné cette danse-là de façon publique. Et ils nous ont promis de ne pas le faire et de faire désormais en sorte que ce soit une organisation qui puisse promouvoir l'éducation et les tenues vestimentaires guinéennes. Alors, j'aimerais savoir quel va être... Ils ont obtempéré, ils ont compris, ils ont obtempéré, en toute honnêteté. Quel va être le niveau d'implication ou aujourd'hui, quelle est l'implication, disons, manifeste du ministère public du côté du Siguiri? C'est ce que j'ai dit tout de suite. Le ministère public a déjà fait une réquisition pour accompagner la décision du conseil communal. Le ministère public est bien impliqué et il s'est dit disposé à recevoir les informations provenant de n'importe quel citoyen pour qu'il puisse agir. Alors, M. Koïta, vous trouvez dans notre œil l'organisation de ces soirées. Moi, je dis que ce qui était en préparation du côté de Siguiri, puisque vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est la première soirée, c'est la toute première soirée officielle annoncée. Vous avez essayé de barrer la route. Alors, ce qui est en préparation chez vous est déjà passé dans beaucoup de communes à Conakry
ciguerie. Est-ce que vous pensez que les autres doivent emboîter les pas? Bon, vous savez, le président de la République a nommé cette délégation spéciale pour qu'elle s'occupe du processus d'organisation du progrès socio-économique et culturel de cette communauté. Je crois que nous sommes face à une responsabilité. Mais notre espoir aujourd'hui est que les autres communes puissent aussi accepter de décider, et comme le conseil communal de Sigiri, afin qu'on puisse barrer la route à cette soirée sur toute l'étendue du territoire national. Bien, maintenant, si nous devons, en résumé, nous devons comprendre que vous craignez que l'homosexualité ne se développe plus rapidement du côté de Sigiri à travers cette soirée. Oui, effectivement, d'une part. D'une part. Aujourd'hui, quel est l'appel à lancer à l'endroit des populations de Sigiri? Je voudrais faire cet appel-là. Quelqu'un va aujourd'hui se pencher sur comment défendre cette soirée Dior. Mais je vous rassure que personne n'acceptera de voir sa femme, son époux, sa soeur dans cette soirée Dior. Celui qui va les défendre, il ne va jamais accepter de voir ses parents dans cette soirée, en toute honnêteté. Bien. Je voudrais que la femme guinéenne comprenne. Chaque 8 mars, elles réclament leurs droits. Elles veulent qu'il y ait la légalité entre elles et les hommes. Mais pour qu'il y ait cette légalité effective, la femme doit accepter de s'approprier et de s'approprier des compétences lui permettant d'avoir cette égalité avec les hommes. Bien. On a besoin aujourd'hui des talents féminins exprimés. Talents féminins exprimés, on a besoin des femmes de vision, des filles qui travaillent, des filles qui vont se baser sur un objectif qui leur permettra d'être des ingénieurs de domaine. Des filles qui se battent pour être des maires de domaine, des sous-préfètes de domaine, des préfètes de domaine, des ministres, voire même président de la République. Mais une fille qui est dans cette soirée-là, dévie complètement et laisse complètement les rails. Bien. Elle ne nullement rêver de devenir un modèle de demain ou une femme d'avenir pour cette nation. On veut vraiment que, vous savez, la région là est essentiellement malinquée. Les hommes aiment beaucoup leurs filles et comptent beaucoup leurs filles. Parce que la femme, quand elle réussit dans la vie, elle est beaucoup plus rattachée à ses parents que les hommes. Mais quand cette fille-là va échouer, quel va être l'avenir de son mari et quel va être l'avenir de ses parents? Qu'est-ce qu'elle pourra apporter à la Guinée, à notre Sigiri? Elle ne pourra rien apporter. Donc on veut que les filles qui sont dans cette question de soirée s'évertuent dans les questions essentielles. Questions essentielles, il y a une danse à Sigiri qu'on appelle le djagbe. Donc en gros, restez dans la coutume et dans les coutumes et les mœurs. Hein. C'est ce que vous voulez du côté de Sigiri. Dans les coutumes et les mœurs. Bien, tout ce qui ne va pas dans le sens de dépravation de nos coutumes et mœurs. Bien, ce qui est bien compris. Ce qui est très bien compris. En tout cas, merci M. Koïta. Merci d'être intervenu sur nos antennes. Merci de donner tous ces détails à l'équipe du Scanner ce matin. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. La pub derrière, on se retrouve et on prendra la direction de la Côte d'Ivoire où Laurent Gbagbo a lui aussi déposé sa candidature. Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise, service de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit.
Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Manquepas, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, la télé du développement. Tu t'appelles sur la carte d'identité nationale Marie-Louise Ouamounou. Oui. Ton nom d'artiste aussi c'est Marie-Louise. C'est Marie-Louise Ouamounou. Pourquoi tu n'as pas changé? C'est ce nom mon papa m'a donné, donc j'ai pas voulu changer. Et donc tu partages pas l'idée avec les artistes qui changent Non, chacun a son but. Kavi TV, regardez la lumière. Kavi TV, télé du développement. TV, c'est plus qu'une chaîne. C'est la voix de ceux qui construisent, innovent et transforment leur quotidien. Reportages, magazines, débats, documentaires. Chaque contenu est pensé pour informer, éduquer et éveiller les consciences. Agriculture, éducation, santé, environnement, entrepreneuriat. Les vrais enjeux du développement sont au cœur de notre mission. Kavi TV, la télévision de développement, proche des réalités, tournée vers l'avenir. Informer pour agir, inspirer pour grandir. Rejoignez-nous sur Kavi TV. Kavi TV, la télé développement. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes. Merci de partager l'antenne avec nous. Merci d'être des nôtres. Si c'est maintenant vous nous rejoignez sur l'ensemble synchronisé de nos médias. Vous êtes sur Kavi FM, Kavi TV et sur notre page officielle Kavi TV disponible sur Facebook et sur TikTok. Également grâce à notre application mobile Kavi Media disponible sur Play Store et App Store. Vous pourrez regarder ou écouter en direct cette émission sur notre site d'information siaminfo.com. Encore
ensemble pour environ 30 minutes de débat et je vous l'annonçais tantôt en Côte d'Ivoire, alors que Laurent Gbagbo a déposé sa candidature ce mardi malgré sa radiation de la liste électorale. Dans une lettre adressée à l'avocat de l'ex-président, le haut commissaire des Nations Unies a indiqué que le comité n'a pas accordé la demande visant à contraindre, j'y arrive, les Ivoiriens à réintégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale. C'est à présent comme Tidjane Thiam, Laurent Gbagbo joue-t-il sa carte avec vous, Mohamed Lebab? Il faut le dire que c'est le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a récemment pris position. La dernière fois, je crois que c'était le lundi, on en parlait dans cette émission. Position concernant la situation de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo dans le cadre, disons, de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre 2025 en Côte d'Ivoire. Et hier, mardi 26 août 2025, dans une référence dont copie est parvenue à notre rédaction, le comité des droits de l'homme de l'ONU a précisé le rejet, il faut le dire, de la demande des mesures notamment provisoires introduites par les avocats de Laurent Gbagbo. Cette demande, Abdallah, visait à obtenir sa réinscription sur la liste électorale en vue de la présidentielle 2025. Et le comité, agissant par l'intermédiaire de ses rapporteurs spéciaux, a estimé que la requête ne démontrait pas l'existence d'une violation urgente. Alors le contexte juridique ou électoral, il faut le rappeler, la radiation de Laurent Gbagbo de la liste électorale est due à sa condamnation définitive, il faut le préciser, en 2019 par la justice ivoirienne pour atteinte à la probité publique dans l'affaire du braquage de la BCEAO durant la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut dire que c'est l'année à laquelle aussi également Alassane Dramane Ouattara a été élu, disons, président de la République de la Côte d'Ivoire. Cette condamnation entraîne, selon le code électoral ivoirien, la déchéance de ses droits civiques et politiques, malgré son acquittement par la Cour pénale internationale. Il faut le dire que c'était également en 2019, les autorités ivoiriennes maintiennent son inéligibilité, il faut le dire, sur la base de cette condamnation nationale. Procédure aujourd'hui, bien que la demande de mesures provisoires ait été rejetée par le comité des droits de l'homme. C'est ce comité même qui n'a pas encore statué sur le fond de la communication déposée par Laurent Gbagbo à travers ses avocats. Il faut dire que l'État ivoirien a invité quand même à soumettre ses observations et renseignements d'ici le 20 février 2026. Le comité qui rappelle également que le rejet des mesures provisoires ne préjuge pas, disons, l'issue finale de l'affaire. L'affaire, on parle de cette liste aujourd'hui sur laquelle quand même, disons, celle qui a été publiée, ni Laurent Gbagbo, ni Charles Blé Goudé, ni Tidjane Thiam, aucun de ces acteurs politiques ne figure quand même, il faut le préciser, sur cette liste électorale déjà presque, disons, définitive, à moins qu'il y ait quand même rétropédalage inattendu et vraiment qui va être impossible ou difficile, il faut le dire, parce qu'on dit souvent qu'en politique rien n'est impossible, mais pour le moment il faut dire que ça va être difficile. Et dans sa décision, le comité a invité la Côte d'Ivoire à prendre notamment toutes les mesures nécessaires pour garantir, disons, que l'auteur puisse exercer ses droits politiques en vertu de l'article 25 du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cela inclut la liberté de mener des activités partisanes, ce qui est actuellement respecté selon les autorités ivoiriennes. Malgré tout cela, il faut quand même le dire, vous l'avez signalé, Laurent Gbagbo, comme Tidjane Thiam, est parti déposer sa candidature. Ça va être accepté ou pas. Pour le moment, il faut le dire que c'est loin d'une volonté aujourd'hui de la justice ivoirienne qui maintient quand même mordicus sa décision selon laquelle Laurent Gbagbo n'est pas éligible à la présidentielle. Donc Laurent Gbagbo n'est pas
une personnalité aujourd'hui quand même qui est ou qui se retrouverait dans des conditions requises par la loi pour pouvoir réellement être candidat à la présidentielle qui est prévue pour le 25 octobre 2025. Cette décision, disons, s'inscrit dans un climat politique aujourd'hui polarisé en Côte d'Ivoire, notamment l'exclusion de Laurent Gbagbo ainsi que celle des autres figures que je viens de citer oppositionnelles comme Tidjane Thiam, et qui alimentent même les tensions en Côte d'Ivoire. On en parle dans cette émission à chaque fois. Il faut dire aujourd'hui que les tensions montent, même si de l'autre côté les populations, disons, ivoiriennes semblent tourner vers autre chose, mais la mobilisation, je crois, de la dernière mobilisation de Yopougon en montre autre chose pour dire qu'aujourd'hui que l'État ivoirien quand même, on ne dit pas est au bord de l'irréparable, mais quand même au bord des tensions aujourd'hui où le climat politique reste tendu. De l'autre côté, la non-inscription, il faut le préciser, je crois que ça c'est une réalité. Et un secret de polichinelle, c'est connu de tous. Cette non-inscription de Laurent Gbagbo sur la liste électorale semble quasi définitive aujourd'hui pour l'échéance quand même d'octobre 2025. C'est vrai que les manœuvres sont en train d'être orchestrées pour permettre à Laurent Gbagbo, qui tient quand même mordicus à être candidat, parce qu'il le dit et il a réitéré que s'il n'est pas candidat, Alassane Ouattara n'a pas également le droit d'être candidat. Il pourrait accepter aujourd'hui sa défaite vis-à-vis de cette échéance électorale si toutefois c'était la même chose ou la même mèche qui serait quand même, disons, déclarée pour son challenger, parce que lui, il tient à ce qu'il soit, disons, candidat. Si Alassane Ouattara l'est, autant plus. S'il ne l'est pas, Alassane Ouattara non plus ne devrait être candidat. Et la dernière fois, nous avons tous vu ici, Alassane Ouattara, enfin, on ne dit pas qu'il a pris tout le monde au dépourvu, mais pour ce qui est de sa candidature, ça a quand même été décidé, disons, au bon moment, pour même taire des rumeurs en partie par rapport, parce que c'était au lendemain quand même d'une sortie fracassante de Tidjane Thiam, et que Alassane Ouattara a finalement officialisé sa candidature pour une quatrième mandature, il faut le rappeler, pour un quatrième mandat aujourd'hui décrié par cette classe politique, en grande partie des figures quand même, disons, emblématiques même disons, du paysage politique ivoirien, qui ne prennent pas part ou qui ne prendront pas part, disons, à cette élection. On parle de Charles Blé Goudé, on parle de Guillaume Soro, on parle de Tidjane Thiam, on parle de lui-même, Laurent Gbagbo. Donc il faut le dire aujourd'hui que le Haut Commissariat aux droits de l'homme, qui a rejeté la demande urgente de réinscription de Laurent Gbagbo sur cette liste, tout en maintenant quand même ouvert le dossier, disons, sur le fond, en appelant à l'État ivoirien ses obligations, en le rappelant ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. Pour dire aujourd'hui que les choses ne sont pas encore définitives, notamment en termes de cette question qui doit être abordée au fond pour Laurent Gbagbo. Mais qu'en est-il de sa candidature? Pour le moment, il faut dire que la liste, elle est presque, disons, définitive. Ce qui reste clair aujourd'hui, ça va être très difficile qu'il trouve encore quand même une faille dans, disons... Mais là, pourquoi cet affront? Pourquoi aller à l'affront avec le pouvoir de Abidjan, de Abidjan, je parle du RHDP. Aujourd'hui, pourquoi aller en affront avec le RHDP si on sait qu'on a été radié de la liste électorale? On le sait, Laurent Gbagbo a quand même fait une requête à travers ses conseils. Cette requête aujourd'hui, l'ONU a essayé de faire une précision pour dire attention, nous avons dit ça, mais nous n'avons pas de mesures coercitives. Il faut le dire, c'est le terme utilisé par l'ONU, coercitive, donc qui ne met pas de pression sur l'État. Ce n'est pas une contrainte pour l'État ivoirien de vous réintégrer dans la liste électorale. Mais malgré tout ça, malgré tout ce rappel, on voit quand même Laurent Gbagbo au même jour qu'Alassane Ouattara, qui était parti déposer sa candidature au dernier jour même de la date de comment je peux dire ça, de la date fixée, le dépôt des dossiers. Il vient le même jour qu'Alassane Ouattara, il dépose sa candidature malgré ce rappel de l'ONU. Là également, il y a des questions à soulever. Que veut réellement Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo, comme le dit le gouvernement, sa démarche vise tout simplement, selon le gouvernement ivoirien, à troubler la sérénité du processus
processus électoral, tandis que ses partisans y voient une manœuvre politique pour l'écarter, disons, du jeu électoral. Pour aujourd'hui, il faut le dire que Laurent Gbagbo, presque sa position, elle est claire vis-à-vis de la présidentielle d'octobre 2025. C'est aujourd'hui empêcher, vaille que vaille, disons, cette candidature d'Alassane Ouattara. Mais comment il parviendra à le faire aujourd'hui? Ça va être très difficile de peut-être trouver une solution face à cela, parce que cela devrait peut-être commencer, disons, depuis le 3e mandat d'Alassane Ouattara. Le 3e mandat d'Alassane Ouattara, c'est vrai que ça n'a pas fait beaucoup de bruit avec tant de candidatures qu'on pouvait espérer, mais pour ce 4e mandat, la plupart quand même de ces figures, disons, de l'opposition ivoirienne pensaient que l'homme n'allait pas se présenter, parce que lui-même le disait, peut-être qu'être au crépuscule, disons, de sa gouvernance, notamment aussi ne pas avoir assez d'énergie pour continuer à diriger. Mais à la dernière minute, tout le monde a vu l'argument quand même, disons, sorti par Alassane Ouattara pour quand même, disons, se tirer d'affaire et pouvoir candidater au même moment que les autres. Aujourd'hui, la lutte, ce qu'on peut comprendre à travers ces différents agissements de Laurent Gbagbo, c'est d'empêcher à tout prix d'Alassane Ouattara de prendre part à cette élection d'octobre 2025. Mais comment il parviendra à le faire? Est-ce qu'il va aujourd'hui s'associer à d'autres figures de l'opposition, notamment Tidjane Thiam, Guillaume Soro, Charles Blé Goudé, pour parvenir réellement à faire tomber, disons, Alassane Ouattara, ou le faire regretter son choix par rapport à cette candidature? Aujourd'hui, ce sont des questions quand même qui restent sur toutes les lèvres, notamment des militants de ces différentes formations politiques ivoiriennes, qui ne sont pas quand même les moindres. Il faut le dire que cette sortie, disons, du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, c'est une précision, disons, faite par rapport à la récente sortie, parce que la récente sortie était très incomprise, il faut quand même le dire. La dernière fois, Yaya était en train de l'analyser ici, on ne comprenait pas la position de l'ONU par rapport à cette situation de Laurent Gbagbo. L'ONU qui dit et se dédie, on ne prenait pas. Donc cette dernière sortie du 26 août 2025 était quand même nécessaire pour l'organisation, disons, de se faire comprendre vis-à-vis de sa position, parce que de l'autre côté, c'était très difficile, je dis bien très difficile, de savoir réellement de quel camp ou dans quel camp vous jouez l'ONU. L'ONU, ce qui est compris. Nous allons continuer à suivre l'évolution de l'actualité politique du côté de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui se prépare pour les élections d'octobre 2025. Mohamed l'a déjà rappelé. Tournons-nous maintenant vers Mali. C'est une révélation très surprenante. L'administration publique a, selon un rapport du système intégré de gestion des ressources humaines remis le 15 août dernier au président de la transition, le général Assimi Goïta, recensé pas moins de 36 000 agents fictifs dans les effectifs de l'État. Ces fonctionnaires fantômes, l'ont-ils qualifié, et représentent 4,57% de la masse salariale publique, soit un manque à gagner qui est estimé à 48,28 milliards de francs CFA, soit 86 millions de dollars et à Gallo, une véritable saignée financière. Il est temps de rappeler qui relance le débat sur la gestion publique ou la gouvernance publique en Afrique. Justement, vous avez rappelé, c'était un rapport explosif qui a été présenté au chef de l'État malien, en l'occurrence le général Assimi Goïta, le 15 août dernier. Voilà, c'est le résultat, disons, d'un audit qui a été opéré au niveau de la fonction publique malienne à travers le système intégré de gestion des ressources humaines, donc ce qu'on peut appeler chez nous ici le GACH. C'est un peu ça. Chez nous on parle d'un fichier, de l'autre côté on parle d'un système intégré, donc qui avait pour objectif d'assainir, disons, le fichier électoral, enfin le fichier administratif au niveau du Mali. Alors finalement c'est un travail qui a été opéré entre le 22 mai 2022 et le septembre 2024, donc soit un intervalle d'une année et quelques mois. Finalement on est arrivé à dire que sur les 158 000 disons agents recensés sur disons
totalement recensés, officiellement reconnus, puisque jusque-là, on ne savait pas qu'il y avait ce qu'on appelle des fictifs au niveau de ce fichier-là. Eh bien, on a trouvé que sur les 158 000, 122 000 ont pu être recensés biométriquement et physiquement, donc qui sont identifiés. Sur les 158 000, donc 122 000 ont été recensés. Alors, sur les 158 000, il y a eu 36 150 hommes, pour être plus précis, agents qui n'ont pas été identifiés. Alors, on joue avec les mots parce qu'on dit qu'on ne peut pas les considérer comme étant des fictifs, mais tout simplement des absents. On essaie un peu de rassurer. Alors, on a parlé de cette perte colossale, cette saignée financière de 48 milliards de francs CFA qui, justement, était engloutie dans le cadre du paiement de salaire de ces agents qui n'ont pas été identifiés lors de cette opération de recensement. Alors, à travers le ministre de la Refondation, puisqu'il y a un ministère dédié à la refondation au niveau du Mali, en l'occurrence Bakary Traoré, qui a précisé que sur les 158 317 pour être plus recensés, seuls 122 166 ont été physiquement et biométriquement identifiés. Donc les 36 051 restants ne sont pas encore officiellement considérés comme fictifs, mais devront régulariser leur situation dans un délai de 3 mois. Donc c'est ce qui leur permet aujourd'hui de pouvoir justement se présenter comme ce fut le cas de chez nous ici. Alors il y a eu des doublons qu'on a pu retrouver, il y a eu quelques irrégularités aussi qui ont été levées. Est-ce qu'ils auront le courage d'aller se représenter pour pouvoir justement se faire recenser comme c'est le cas de chez nous ici? On a reçu même certains ici dans ce studio. Dans ce studio, il y a eu des gens qui ont quand même reconnu. Justement. Et il y a eu ceux qui n'ont pas eu le courage parce qu'ils savent qu'ils étaient dans l'illégalité. Voilà. Donc ils n'ont pas eu. Il y avait des Guinéens ici qui s'est retrouvés à l'étranger et qui prenaient 3 fois le salaire ici. Ça se passait ici. Pauvre Guinée. Ouais, donc au niveau de Mali aussi, il se trouve qu'il y en a eu à travers le rapport détaillé, il y a eu certains qui se retrouvaient au niveau de la France, certains qui sont au niveau du territoire malien, puisque c'est et l'administration centrale et l'administration territoriale. Donc ce sont les deux qui font, ce nombre de 36 150 agents qui ne sont pas présentés à l'enrôlement. Donc finalement, les pertes sont assez énormes pour le Mali. Le Mali qui traverse quand même une période assez particulière où les aides internationales ne sont plus, comme avant. On ne peut pas dire que ça a baissé drastiquement et que nous savons très bien que plusieurs secteurs aujourd'hui sont touchés par le fait que le Mali, traverse cette période de difficulté liée aux mobilisations des ressources externes. Donc ça veut dire tout simplement que c'est une opération qui arrive, au bout de près de 2 ans de travaux qui ont été effectués. Et bien finalement, on verra bien dans les jours à venir comment tout cela va être géré. Quand on sait effectivement, bien avant qu'on en arrive justement à cette opération de recensement, il y avait déjà au niveau de l'enseignement, du côté de Mali, où plus de 400 aussi enseignants fictifs ont été révélés. Et ce sont quelques individus aussi, comme chez nous ici, qui se considèrent comme étant les plus bénis de la République, qui empochaient l'argent. Oui, plus d'1 milliard par an aussi, quelques poignées de personnes. Donc, je crois que ce sont des phénomènes qui sont répandus en Afrique. Répandus en Afrique et pourquoi pas même à travers le monde. On a vu aussi au niveau de la France où Marine Le Pen a été pris main dans la patte avec l'effectif parlementaire. Donc ça se passe un peu partout. Ce qui est très grave. C'est ça aussi la conscience humaine. En 1 minute, on va faire le tour de table. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut dire que au Mali, il faut élargir cela à d'autres secteurs? Parce qu'on comprend que on comprend même la situation, on n'arrive pas à mobiliser tout ce qui est aide. Il faut se rabattre vers ce qu'on a pour éviter une asphyxie financière. En tout cas, c'est un coup de filet pour l'administration publique malienne, d'accord. Plus de 36 000 fonctionnaires effectifs. Vous avez matérialisé cela en termes de chiffres, en termes de pertes par an, plus de 48 milliards de francs CFA, soit 86 millions d'euros. De dollars. De dollars, pardon, alors que tout cela pourrait servir à quelque chose d'autre en termes de financement de développement, par exemple. Abdallah, la construction de plusieurs hôpitaux à travers ce montant-là, ou à l'achat des milliers de tonnes de céréales pour, ici, ainsi dire, renforcer la sécurité alimentaire
alimentaire du pays, puisque le Mali quand même est confronté à toutes ces difficultés-là. Ou acheter des armes pour combattre le terrorisme, ou le djihadisme. Pour la pacification du territoire malien, vu que c'est la mission principale du général Assimi Goïta. Alors aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est une réalité africaine. Bien à rappeler cela tout à l'heure. Ce qui se passe en Guinée, ça se passe un peu partout ailleurs. Alors moi, je me dis, en attendant les 3 mois de délai imparti pour se régulariser, on sait que les gens vont peut-être rallier au précipité les pas ceux qui estiment être en règle pour venir régulariser leur situation. Mais derrière, vous savez que peu importe ce qu'on fait, il y a ceux-là qui se croient les plus malins et qui vont toujours contourner le système administratif malien. Et donc il y a ceux-là qu'on peut se qualifier de bandits à col blanc parce qu'ils pensent qu'ils sont plus intelligents que tout le monde. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, des fonctionnaires fictifs, plus de 36 000, c'est quand même énorme. Et aujourd'hui, on pense que la situation va être observée de près par l'administration malienne. En tout cas, il faut tirer les choses au clair. Et on espère après les 3 mois que tout va revenir en ordre. Forcément, Mohamed Leba. Oui, il faut aujourd'hui poser le diagnostic et je crois qu'il semble être intéressant pour la plupart quand même des gouvernements africains. Ce n'est pas qu'une question liée au Mali. Nous savons très bien que le combat a été mené par exemple pour le cas guinéen. Aujourd'hui, avec disons les ambitions du gouvernement guinéen, notamment dans la digitalisation quand même de l'administration publique, je crois que ça y va dans ce sens-là. Ça pourrait permettre, disons aux différents gouvernements d'avoir la même mise, notamment sur l'effectif de ceux qui travaillent pour l'administration, parce que cette question liée au double agent, c'est une question aujourd'hui qui devrait quand même être au centre de tous les débats en ce qui concerne l'administration, notamment pour le cas précis du Mali. Peut-être que disons que ça ne va pas étonner beaucoup plus d'un. Ce qui reste clair aujourd'hui ou ce qui pourrait être avantageux pour disons le gouvernement malien, c'est d'anticiper sur notamment sur les réponses ou les solutions vis-à-vis de ces différents problèmes aujourd'hui. Vu que déjà le mal est en train d'être connu et que le diagnostic semble être posé, je crois qu'il faut aller vers disons une solution disons vis-à-vis de tout ce qui se passe. Pour les pertes, c'est vrai, pour ce qui est passé. Maintenant, pour ce qui reste à venir, il faut être sérieux dans la démarche pour ne pas aussi que la démarche soit freinée par un autre obstacle ou bien tout simplement qu'il y ait, disons, qu'il y ait de la légèreté en termes de gestion pour ce qui est de ces différents cas-là, parce qu'on ne sait pas, est-ce que c'est aujourd'hui des résultats liés à une étude politique ou disons, pour le moment il faut dire que ça pourrait bien finir si on continue avec non seulement la même énergie, avec le même sérieux pour finir ce travail-là. Et il faut aujourd'hui s'accentuer, je crois, sur la digitalisation. Ça pourrait nous débarrasser de tout ce qu'on connaît aujourd'hui lié à ces effectifs fictifs. Forcément, la corruption en Afrique, il faut tout faire pour combattre, puisqu'elle devient un phénomène qui freine le développement du continent, il faut le dire. Merci Mohamed Leba. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à Moussa Cheikh Kamara. Merci Abdallah, merci à tous. Merci Yaya Diallo. Merci Abdallah, merci à tous. Merci à vous auditeurs et téléspectateurs. Merci aux équipes de réalisation, à la technique. On se reprend donc demain, même heure, même fréquence, avec la même énergie pour d'autres sujets d'actualité sur le seul et l'unique média de développement en République de Guinée. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et Apps.